De l'explication détaillée des causes d'une panne de cloud à la grosse levée de fonds pour de toutes petites cellules photovoltaïques, en passant par les 30 ans d'Infomaniac, des 12 ans de Doctolib ou encore d'une étude sur la toxicité des réseaux sociaux, tout cela et bien d'autres choses font un gros épisode des Technos. Ça tombe bien, vous avez tout le temps pour l'écouter. Et cet épisode, vous le savez, en début du mois, second mardi de chaque mois, on retrouve, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, le gros de l'équipe, qui n'est pas nécessairement Xavier ou Sébastien ou Aurélien. Non, c'est le gros de quand je dis le gros de l'équipe. Oui, c'est le gros de l'équipe, c'est l'ensemble de l'équipe d'accord. que l'on retrouve. Oui. D'accord. C'est ce que ça a fait rire tout le monde aussi la dernière fois, donc je l'ai replacé là. Donc voilà. Donc le gros de l'équipe, pourquoi ? Parce que vous savez, l'équipe est composée de 5 chroniqueurs et 4 d'entre eux, à chaque épisode du premier épisode du mois, se retrouvent tous ensemble autour de leur veille informatique, leur veille technologique qu'ils ont glanée durant tout un mois finalement pour récolter toutes ces informations, les digérer et vous les recracher, si je puis dire, durant cet épisode et vous faire peut-être réagir dans les commentaires comme ça arrive de temps en temps, ou vous faire simplement sourire ou en tout cas vous divertir à l'aide de ces news. Vous allez bien de côté, j'ai Sébastien qui est de plus en plus barbu. Le barbu. Ouais. Maintenant, le vrai barbu cette fois. Il est vraiment barbu. Il y a Xavier également qui est là, il est toujours pas barbu. Ça risque pas d'arriver. Tout va bien. Tout va bien. Thierry, toujours en direct de Suisse. Exact. Avec la marinière sur le dos. J'ai jamais compris pourquoi. C'est le plus la breton des Bretagne, Suisses. Mon gars, la Bretagne. Oui, c'est ça. Un amour immodéré pour Jean-Paul Gaultier. C'est ça. Voilà. Et Aurélien est également des nôtres. Salut Aurélien. Salut. Il y en a toujours un, c'est toujours le dernier. Quand je le salue, il fait « Salut ». Et après, on s'étonne quand je viens mettre un petit jingle du genre « I'm happy ». Voilà. Mais c'est comme ça, voilà. Tu vas avoir ton jingle aussi, je pense. Si, tu vas avoir ton petit son. You know what? I'm happy. Allez, on commence avec le premier sujet. Et c'est avec Sébastien que nous démarrons cet épisode. On va parler cloud. Il y a eu des pannes de cloud durant ce mois. 2 pannes assez notables, justement. Et tu voulais faire un petit peu le point sur ces pannes et les leçons qu'on peut tirer de ces problèmes. Et les post-mortem qui sont partagés par les clouders eux-mêmes, oui. Parce qu'ils dévoilent un peu de leur infrastructure en expliquant ce qui s'est passé, et ça c'est tout à fait fascinant, et j'avais envie de vous expliquer ce qui s'est passé. Alors allons-y, 3 pannes même, parce qu'aujourd'hui, jour où nous enregistrons, c'est le mercredi 5 novembre, il y en a eu un 3e, c'était chez OVH ce matin, qui a eu une indisponibilité des bases de données. Mais la semaine passée et la semaine dernière, c'est la même chose d'ailleurs, la semaine passée et la semaine dernière, oui. C'était chez AWS d'abord, 29 octobre, et puis un peu plus tard dans la semaine chez Microsoft Azure, 15 heures d'un côté, plus de 8 heures de l'autre, avec des impacts réels, parce que la panne d'AWS a fait la une de toute la presse, vous l'avez probablement vu. Forcément, ils ont beaucoup de clients, alors forcément ça se voit. Snapchat, Slack, Twitch, Spotify, Roblox, Shopify, Etsy, Reddit, Zoom, Duolingo, Vercel, Twilio, Salesforce, Fortnite ont tous été impactés par cette panne. Une panne qui n'a eu lieu que dans une seule région d'AWS, mais la plus grande, qui s'appelle US East 1, qui est la région sur la côte est, Virginie du Nord, entre le Maryland, tout près de New York et de Washington. Et suite à ces 2 pannes, celle d'Azure et celle d'AWS, évidemment, il y a eu de nouveau toute une levée de brancard contre les clouds. Je vous l'avais dit, il faut se mettre on-prem. On a plus de disponibilité quand on est on-prem. Je rappelle que ces clouders-là, les grands, on parle des hyperscalers, arrivent à maintenir des niveaux de disponibilité entre 99,95 et 99,99% par an. C'est-à-dire 52 minutes de downtime maximum par an. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux on-prem,
à grande échelle, allez-y, mais c'est très très rare. Il y en a aussi plein qui ont dit oui, mais il faut faire du multi-cloud, c'est bien la preuve que, en fait, si vous faites du multi-cloud, d'abord il y a une complexité incroyable que vous allez devoir mettre en place parce qu'il y a 2 systèmes de cloud qu'il faut apprendre. Tôt ou tard, vous allez devoir synchroniser des données entre les deux, et synchroniser des données, c'est pas facile, surtout si les données peuvent être live des 2 côtés, peuvent changer des 2 côtés. Et puis bravo, vous aurez ajouté un point de fêlure à votre architecture, c'est l'autre cloud. Maintenant, ici, vous allez multiplier la probabilité de failure, puisque si un des 2 tombe en panne dans la région où vous êtes, eh bien votre architecture risque de tomber en panne également. Mais dis-moi si je me trompe, un des arguments de ces grandes sociétés de cloud, je ne citerai pas de marque, parce que elles le disent toutes, c'est justement d'être délocalisé, de pouvoir avoir des informations redondantes sur différents serveurs, dans différents centres de données à distance, etc. Non ? On dirait qu'on a écrit ça ensemble, parce que c'est juste mon point suivant. Désolé. Merci pour la relance. Non, c'est parfait. En fait, ce que je voulais rappeler, c'est que effectivement, ces architectures cloud, des grands clouders en tout cas, existent sur plusieurs régions. Ça peut porter des noms différents, mais enfin globalement, on se tient sur le nom région. Pour le cas d'AWS, il y a 38 régions aujourd'hui, plus 3 qui ont été annoncées. C'est une région qui est tombée. La plus grande, celle qui a le plus d'impact, mais sûr. Tous les autres clients d'AWS qui tournaient sur les 37 autres régions qui, elles, fonctionnaient tout à fait normalement, ils ont eu aucun problème. De petits problèmes peut-être pour accéder à la console, parce que le système d'identité est dans US East 1, il est tombé, mais l'infrastructure fonctionnait tout à fait normalement. Donc oui, avant de crier au multi-cloud, peut-être faire du multi-région, et encore uniquement si on en a besoin, parce que de nouveau, du multi-région, on ajoute de la complexité à l'architecture, et c'est un coût. On ajoute de la replication, on ajoute un coût, et toutes les applications n'ont pas besoin de ça, peut-être, certaines applications en ont besoin. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut aller regarder. Alors, je voudrais vous parler de 2 choses. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé chez AWS ? Parce qu'ils ont fait un post-mortem assez dense, ce genre de truc. Il faut prendre quelques cachets d'aspirine, se plonger, c'est écrit en petit, avec quasiment pas d'espace. Oui, c'est fait pour pas être lu, en fait, j'ai l'impression. C'est passionnant, c'est passionnant. Et puis, je voudrais parler un tout petit peu d'architecture en général, parce que j'ai lu un blog cette semaine d'un Allemand qui s'appelle Uwe Friedrichsens, qui dit, au fait, si votre infrastructure est tombée, c'est de votre faute, c'est pas de la faute du cloudeur. Et j'aimerais bien revenir sur ces arguments, j'aime bien son argumentaire, et je voudrais revenir là-dessus. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes avec moi ? On va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. On va faire les appels, parce que j'en vois quelques-uns qui... Alors, Thierry est avec nous. Oui. Il est dans la place. Xavier est dans la place. Oui. Oui. Il répond pas à sa place. Et puis, il y a Aurélien qui est toujours dans la place. Oui. Moi, oui. Alors, comme souvent, et comme dans les catastrophes aériennes, c'est une suite de choses les unes après les autres, une réaction en chaîne qui a causé ce downtime. Tout est parti d'une mise à jour DNS pour DynamoDB. Alors, DNS, c'est le système qui permet de faire une association entre un nom de domaine ou un nom de host et une adresse IP. DynamoDB, c'est une base de données NoSQL, un des services d'AWS. Comme ce service est dynamique, il peut grandir ou se réduire en fonction du nombre de clients qui l'utilisent à un moment donné, AWS peut rajouter des nœuds ou en enlever, et donc il doit changer les adresses IP du service. Quand une API appelle dynamodb.useast1.amazon, je sais pas quoi, il peut y avoir des dizaines d'adresses IP qui répondent, et puis à certains moments des centaines, et puis de nouveau des dizaines. Donc les DNS changent en permanence. Ce changement de DNS se fait avec 2 systèmes. Un DNS planeur qui définit quelle est la configuration d'un DNS qu'il faut changer. Quelle est la nouvelle configuration d'un DNS. Et les DNS planeurs, ils ne font que planifier les DNS et ils écrivent des configurations. Et puis il y a un autre système qui, lui, va prendre la dernière configuration et va l'appliquer sur les DNS. Et ces systèmes, ils travaillent en parallèle parce qu'il y en a plusieurs. Et comme tout système distribué, ils ont été conçus pour pas se marcher sur les pieds. Pas de bol, il y avait un bug et il y a 2 DNS exécuteurs qui se sont marchés sur le pied. C'est-à-dire qu'on a un premier qui faisait une mise à jour du système. Ce premier a traîné un peu trop longtemps. Un deuxième a été écrasé la mise à jour que le premier était en train de faire. Je vais pas rentrer dans les détails. Ça a été testé, ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. Et le deuxième a fini par effacer toute la config du premier, ce qui fait qu'il n'y avait plus de résolution DNS pour DynamoDB. Donc toutes les applications internes chez AWS et des clients qui voulaient utiliser DynamoDB, quand ils demandaient au DNS quelle est l'adresse IP de dynamodb.useast1. N'existe pas. Exactement, voilà. Ça n'existe pas. Et de là, c'était le début de la catastrophe. Parce que
chez AWS, il y a plein d'autres systèmes qui utilisent DynamoDB aussi. Par exemple, le système qui permet de créer des virtual machines. Le système, quand on lance une virtual machine, quand un client ou qu'un autre service AWS lance une virtual machine, il doit savoir sur quel host physique démarrer cette virtual machine. Et donc, il y a un système qui garde un espèce d'inventaire de tous les hosts et de combien de virtual machines tournent sur chacun des hosts pour savoir la place qui reste. C'est un inventaire, un livre comptable. Et ben, devinez où est ce livre comptable? Dans DynamoDB. Voilà. Et donc, quand il fallait rajouter des instances EC2, le système disait désolé, je ne sais pas quel est mon inventaire, et les clients ou les autres services AWS qui avaient besoin d'instances de virtual machine, EC2, le système répondait désolé, il n'y a plus de capacité disponible, ce qui n'était pas vrai, c'est juste le livre comptable qui disait non, désolé, je ne sais plus où mettre. Et donc il y a eu une file d'attente qui s'est créée pour des demandes de création de virtual machine tellement grande que le système s'est effondré lui-même. Le système qui devait créer des nouvelles virtual machines, il n'arrivait plus à rien faire. Il a fallu que des opérateurs limitent les entrées dans la file d'attente, nettoient les vieilles entrées en se disant de toute façon les systèmes vont réessayer. C'est le meilleur moyen de créer un DDoS, de provoquer l'équivalent d'un... Parce que en 2 heures qu'il a fallu pour résoudre le problème DynamoDB, il y a eu tellement de demandes pour créer des instances EC2, des virtual machines, que le système s'est effondré. Quand le système est revenu en place, il y a eu un autre problème. C'est qu'une fois qu'une virtual machine est démarrée, il y a un autre système qui est chargé de lui appliquer la configuration réseau. En gros, c'est comme si on démarre la machine et puis on lui branche le câble réseau. Ouais. Ça, c'est virtuel, c'est de la config, mais c'est exactement ça que ça fait. Enfin, exactement, virtuellement, ça que ça fait. Et ce système a lui aussi été débordé parce que quand le système de génération de virtual machines a été remis sur pied, il y a tellement de virtual machines qui ont été créées en tellement peu de temps que le système chargé d'appliquer les configurations réseau, il n'arrivait pas à suivre. Et donc, les machines virtuelles étaient démarrées, mais elles n'avaient pas de connexion au réseau, et donc, vu du client, c'était très peu utile. Oui. Et pire, les load balancers, les répartisseurs de charge, eux, c'est leur boulot de tester la connectivité vers les targets, vers les virtual machines. Et si jamais il y a une virtual machine qui répond pas, il considère qu'elle est invalide, et donc il la tue, et il en crée une nouvelle. Mais là, elle répondait pas, non pas parce qu'elle était invalide, elle répondait pas parce qu'elle n'avait pas de connexion réseau. Ouais. Et tout ça, ça a fait boule de neige, parce qu'on tue des virtual machines, on demande d'en recréer, mais l'autre système qui est chargé d'en créer est déjà saturé, etc. Et donc, les load balancers ont eu tendance à tuer beaucoup trop de hosts healthy, alors qu'il suffisait d'attendre un peu qu'ils reçoivent leur configuration réseau. Et à partir de là, parce que tout est basé, enfin tous les autres services, il y a plus de 300 services chez AWS, mais ils sont tous basés au final sur EC2, sur des load balancers, etc. Donc quand ces deux trucs-là ne marchent pas, c'est Lambda qui a eu des problèmes, c'est un service de queue qui a eu des problèmes, des services de base de données qui ont eu des problèmes, parce qu'ils n'arrivaient plus à lancer des virtual machines. Donc il y a un article de 6 pages sur le site d'Amazon qui décrit ce qui s'est passé minute par minute, ce que les opérateurs ont fait, et quand les systèmes ont commencé à retrouver un coin de santé. C'est passionnant. Microsoft a commencé à publier un post-mortem également. Il n'est pas encore aussi complet. J'espère qu'il y en aura un bientôt qui va expliquer ce qui s'est passé du côté de Microsoft. Et je reviens à la dernière partie de ce dont je voulais parler. Une phrase connue dans l'industrie, c'est dire « everything fails all the time ». Tout va tomber tout le temps. En fait, dans l'informatique du XXe siècle, il y avait 2 types de pannes. Il y avait des bugs logiciels, les développeurs, et ceux-là, on essayait de les attraper en faisant du quality assurance, du testing, et puis les bugs d'infrastructure, on n'arrivait pas à maintenir une infrastructure qui fonctionne, et donc là, on mettait plus de machines, on mettait plus de moyens humains, plus de monitoring, etc. Dans le monde du cloud, on est dans un système distribué. Il faut partir du principe que l'infrastructure sur laquelle on déploie n'est pas parfaite. Elle ne sera pas là à 100%. Et c'est pas nouveau. Il y a 70 ans, en 1950, il y a un chercheur, John von Neumann, qui a déjà écrit les principes de probabilité de risque qu'un système tombe en panne en fonction de la solidité de ses sous-composants. Le papier, je vous mettrai le lien, s'appelle Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organism from Unreliable Component. Quelle est la probabilité qu'un système tombe en panne quand il est basé sur des composants non fiable à 100%. Beaucoup plus près de nous, 2009, un papier de Pat Helland et Dave Campbell, tous deux de Microsoft, qui s'appelle Building on Quicksand, construire sur du sable mouvant, et qui dit
tous les systèmes actuels sont construits sur des bases qui ne sont pas fiables. C'est pas grave, il faut le savoir, il faut y penser. En fait, il faut construire son infrastructure hardware et logicielle en se demandant quelles sont mes dépendances et qu'est-ce qui arrive si cette dépendance échoue. Si mon système va échouer quand ma dépendance échoue, eh ben on a trouvé un problème d'isolation, on a trouvé un risque avec un risque de fêlure. Et donc plutôt que de penser en disant ok, je déploie sur une infrastructure qui est 100% solide et tout dépend de cette infrastructure, pensez plutôt que vous allez déployer sur des infrastructures où certaines parties peuvent échouer et voyez les conséquences s'il y a une partie qui échoue, s'il y a une partie qui tombe en panne, et comment vous pouvez répondre quand ça tombe en panne, parce que la question c'est pas savoir si ça va tomber en panne, c'est quand ça va tomber en panne. Et au fait, il y a des très bons exemples. Netflix tourne aussi sur AWS et sur la région US East One. Ils ont quasiment pas été impactés. La banque Capital One, même chose. Tout ça parce que ce sont des architectures, des organisations extrêmement mûres qui ont réussi à construire des systèmes qui fonctionnent, même en cas de défaillance d'un sous-composant de la région sur laquelle ils sont, en utilisant du multi-région. C'est pas des sociétés qui ont quand même quelques petits privilèges, en termes de développement par rapport à un sous-traitant comme Amazon, qui est quand même une grosse boîte aussi. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un intérêt commun à développer ensemble des solutions? Ce sont des clients de AWS et ils sont traités de la même façon que tous les autres. Non, ce sont des gros clients. Voilà. Bah oui, des très gros clients. Oui, je prends un autre exemple en dehors d'AWS, c'est Google, et je terminerai par ça. Il y a quelques années, ils avaient un système de logs distribués, enfin un système complet qui assez complexe, distribué, qui gérait les logs d'accès à une ressource pour s'assurer qu'il n'y ait pas deux process qui accèdent à la même ressource en même temps. Ça s'appelait Chubby. Et des tas d'autres équipes utilisaient Chubby pour synchroniser des accès à des ressources partagées, jusqu'au jour où, devinez quoi, everything fails all the time, Chubby est down, et ils ont vu des cascades failures, des pannes en cascade, exactement comme celle que j'ai décrivée. Et plutôt que de dire ouais, c'est la faute de Chubby, il faut mettre plus de ressources sur Chubby pour qu'il soit infaillible, non, ils ont eu la bonne réaction de dire on va réarchitecturer les systèmes pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, même si Chubby meurt. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du chaos engineering, qui a été popularisé par Netflix aussi, c'est de dire on va tester ça à échelle réelle, c'est-à-dire de temps en temps dans la journée, on coupe Chubby. Et on voit les applications qui en souffrent. Celles qui n'en souffrent pas, ils ont passé leur test. Ceux qui en souffrent, ils doivent repasser leur copie, revoir leur copie et changer leur architecture pour s'assurer qu'elle continue de fonctionner, même en cas de panne d'un des composants. Ça s'appelle du chaos engineering. C'est l'ingénierie du chaos, en quelque sorte. Ça consiste à générer volontairement des pannes dans son infrastructure pour tester la fiabilité de cette infrastructure. Alors, on commence par faire ça en test, en dev, évidemment. C'est ça, parce que j'allais dire... Mais les plus mûrs le font en prod. J'imagine que les mecs, ils tirent à la courte paille, ils disent, bon, alors, lequel n'a pas encore été impacté par une panne aujourd'hui? Lui, ça va être son tour, alors on va tuer Chubby. Allez, viens ici, viens au pied de Chubby. Et puis, Ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Oui, c'est simplement introduire des délais réseau dans un service, un peu de latence disque, démarrer quelque chose qui consomme toute la mémoire sur des virtual machines, pour voir comment vos applications, vos composants se comportent en cas de panne différentes. C'est pas que du test technique aussi, du chaos engineering, c'est aussi s'assurer que les opérateurs aient le bon niveau d'alerte. C'est un des problèmes qu'AWS mentionne. Ils ont eu trop de tickets, trop d'alertes, et ça leur a pris du temps à trier toutes ces alertes pour trouver la bonne racine du problème, le root cause, et s'assurer qu'ils ont des runbooks, c'est-à-dire qu'ils aient des espèces de recettes de cuisine à appliquer. S'il y a telle adresse, s'il y a tel problème, je fais ça. Et pas que techniquement, j'imagine qu'il y a un service de communication aussi qui doit gérer la presse, qui s'empresse de venir demander des informations, et ça demande aussi, en crise, en période de crise, ça demande aussi des moyens et on va dire des plans d'action pour pas dire n'importe quoi aux gens et communiquer. Par quel canal et où, et comment est-ce qu'on s'assure que le canal soit toujours actif, même si le reste n'est pas actif en dessous. C'était un des problèmes d'une des pannes d'AWS il y a 10 ans, c'est que le système de dashboard tournait lui aussi sur S6 One, et il était lui aussi tombé. Donc AWS ne savait même pas communiquer à ses clients que quelque chose n'allait pas. Et ça, c'était il y a 10 ans, ça a été corrigé depuis.
Ok. Xavier. Les solutions sont quand même pas à la portée de toutes les bourses parce que si on veut pouvoir remettre ça à grande échelle, bon déjà c'est plutôt réservé à des très grosses boîtes parce que des sociétés de taille plus modeste vont en général faire confiance à un grand compte comme Microsoft, AWS ou Google pour ne pas les citer pour faire ça. On peut envisager du multi-cloud, mais du coup ça veut dire qu'on augmente fortement le budget aussi. Et puis il y a la solution, oui, et il y a la solution éventuellement de faire une solution hybride, c'est-à-dire en partie locale et en partie dans le cloud pour ne pas dépendre toujours d'une plateforme. Mais là aussi, ça demande des budgets importants et ça, comme tu dis, ça multiplie les risques. Donc la solution idéale, elle est quand même pas facile à trouver, surtout pour des petits comptes. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que je disais un client n'est peut-être pas l'autre et les moyens d'action ne sont pas, et ce qui est normal quelque part. Hein, et les moyens d'action sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, tout ça a besoin d'être un petit peu équilibré, quoi. La solution passe par identifier quelles sont les applications les plus critiques, celles qui peuvent vraiment pas s'arrêter, qui impactent les clients, et celles-là, et pour celles-là seulement, faire l'effort de les mettre en multi-région pour s'assurer qu'elles puissent continuer à fonctionner, peut-être juste en mode dégradé, par exemple en read-only. Un client peut pas changer ses réglages, mais au moins il peut continuer à utiliser l'application pendant la période de dégradation. Pour reprendre l'exemple de Netflix, ils sont partout dans le monde, ce sera assez logique qu'ils soient, comme tu dis, répartis sur plusieurs régions. Ce serait plutôt sain comme manière de faire. Par contre, c'est vrai que je sais pas, le site d'e-commerce typiquement américain qui ne vend même pas en Europe pour des raisons de règlement général de la vie privée par exemple ou autre, n'a pas aucun intérêt d'être localisé en Europe par exemple. Mais il y a 2 ou 3 régions aux États-Unis qui peuvent déployer côte est, côte ouest par exemple pour éviter les problèmes dans un pays. Tout ça était comme toujours tout à fait clair. Merci beaucoup Sébastien. Xavier, on va parler environnement avec une news que tu voulais nous partager. J'allais dire c'est le propre des Indiens de faire la danse de la pluie, mais ici c'est pas les mêmes Indiens et c'est pas pour les mêmes raisons. Tu vas nous expliquer ça. Donc voilà, effectivement, l'environnement c'est aussi un des sujets qui m'intéresse. Ici, j'ai vu une news technologique qui m'a un petit peu interpellé. C'est parce que en fait, New Delhi est régulièrement classée parmi les villes les plus polluées du monde. Ça, on le sait. C'est lié évidemment à la surpopulation, au fait qu'ils respectent pas toutes les normes. Ils font des fumées d'incendies agricoles, ils font des fumées pour les déchets. Il y a un nombre incalculable de véhicules et d'usines avec des normes qui sont pas les mêmes évidemment qu'en Europe, et en plus de ça les conditions météo sont vraiment défavorables là-bas parce que New Delhi il y a très peu de vent aussi, c'est lié à la géographie là, et donc en fait toute cette pollution reste un petit peu bloquée au niveau du sol et ça commence à poser de sérieux problèmes de santé. Et donc, plutôt que d'attendre que ça change naturellement, c'est-à-dire qu'il y ait un gros coup de vent, une grosse pluie ou autre, en fait, les autorités ont décidé de passer à l'offensive de façon technologique en essayant de jouer un petit peu les dieux de la météo. L'idée, c'est de fabriquer de la pluie pour combattre en fait le problème ici qui est l'air qui est vraiment toxique. Alors pour faire ça, ils ont utilisé une méthode qui s'appelle le cloud seeding. En gros, ça veut dire qu'on ensemence des nuages avec donc après avoir repéré un nuage qui est suffisamment mouillé, donc humide, on va envoyer un petit avion, un drone ou un ballon qui va lâcher des particules, par exemple de l'iodure d'argent ou de sel dans le nuage, et en fait ça va inciter les gouttes d'eau à se regrouper, et comme elles deviennent plus lourdes, ça va provoquer de la pluie puisque l'eau va tomber parce qu'elle devient plus lourde. Et donc l'idée de New Delhi, c'est de faire tomber la pluie pour que ça lave, entre guillemets, l'air, ça cloue les particules nocives au sol. Et donc, il y a eu un lancement qui a été fait le 28 octobre dernier. Et c'est l'équipe de Indian Institute of Technology Kanpur, donc c'est IIT Kanpur, qui a réalisé un essai. L'avion a largué des particules sur certaines parties de la métropole. On sait que c'est très très grand. Les autorités ont dit alors que si tout était bien fait, la pluie pourrait tomber entre 15 minutes et 4 heures après l'opération, et que si ça marche, l'opération pourrait être répétée jusqu'en février. Alors avant de vous donner les résultats,
il y a quand même des doutes et des limites à cette méthode parce que bon, la méthode elle est évidemment très contestée d'un point de vue scientifique parce qu'on ne sait pas avec certitude si le nuage aurait plu éventuellement de toute façon et si cette intervention va réellement faire une grosse différence. Il faut aussi qu'il y ait des nuages qui soient relativement humides pour que ce soit le cas, ce qui n'est pas toujours le cas en plein hiver à New Delhi. Et en plus de ça, certains chercheurs indiquent que c'est un petit peu comme un gadget qui va détourner l'attention des vrais problèmes. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est qu'il faut arriver à réduire les émissions, il faut replanter des plantes, il faut améliorer la mobilité, etc. Agir plutôt que essayer d'éliminer les conséquences, quoi. Et en fait, le résultat du test, il y a plusieurs vols qui ont été menés et ça a été vraiment un échec parce que les conditions météo étaient vraiment inadéquates. Il n'y avait pas assez d'humidité dans les nuages. On parle de 10 à 20% alors que normalement il faudrait au moins 50% pour que la pluie puisse se déclencher. Donc il y a aucune pluie marquante qui a été mesurée. Il y a quelques gouttes très ponctuelles de même pas 1 millimètre d'eau qui est tombée à certains endroits. Donc ça n'a eu absolument aucun impact sur le système. Donc voilà, moi ce qui m'a interpellé ici, c'est de nouveau que on cherche des solutions technologiques pour régler des problèmes, c'est très bien, mais je pense qu'avant ça, il faut vraiment chercher des solutions technologiques pour pas régler un problème, mais pour éviter qu'il se produise, quoi. Et c'est ça qui m'a interpellé dans cette news, c'est ça que je voudrais un petit peu faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, la technologie peut faire beaucoup de choses, mais il faut essayer de réduire les causes plutôt que de régler les conséquences, d'après moi. C'était une des choses qui avaient déjà été utilisées, mais pour des raisons agricoles dans certaines régions du monde, avec peu de succès, même à l'époque, il faut le dire, parce qu'il y avait des effets de bord en plus. Ici, c'est la lutte contre la pollution qui ici, c'est c'est encore un autre domaine, effectivement. Et donc, si je tenais le con qui tourne au-dessus de la Belgique depuis toutes ces années, parce que chez nous, ça va, on est livré en termes de pluie, de pollution aussi, ceci dit. Hein, mais voilà. Thierry, il y a un avis sur cette question ou sur la méthode? Est-ce qu'effectivement, il faudra plutôt s'attaquer aux causes plutôt que oui. Non, mais j'avais vu le papier parce qu'en fait, en plus, effectivement, même s'il pleut, les résultats, l'efficacité d'agglomérer la pollution sont très très discutables. C'est effectivement pas sûr que ça suffise. Mais t'as raison, effectivement, Xavier. On le rappelle, ils roulent pas en voiture électrique là-bas, mais c'est un autre débat. C'est autre chose, ça. Aurélien, avait peut-être une opinion, un avis là-dessus ou pas? J'ai lu l'article également. Les substances chimiques qu'ils envoient, c'est pas non plus. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est de la cochonnerie. On te mettrait ça, je sais pas moi, par exemple, dans ton eau de toilette, par exemple, t'en prendrais pas, quoi. Non, non, tu vois, je dis ça comme ça, je sais pas, ça aurait pu être autre chose, quoi, dans ton saucisson, enfin, peu importe. Bref, c'est pas comestible, cette histoire-là. Sébastien, un avis, avant qu'on passe à la suite? Non. Tout a été dit et bien dit, t'as raison, et on peut donc passer à la suite. Tiens, Aurélien, tu vas pouvoir t'exprimer sur ce sujet puisque c'est le tien. Doctolib, tout le monde connaît le site et le service Doctolib qui, après 12 ans d'existence, devient rentable. Et tu voulais revenir sur la saga Doctolib. Oui, il y a eu pas mal d'articles suite à l'annonce du PDG de Doctolib, Stanislas Neufchâteau, comme quoi Doctolib devenait rentable au bout de 12 ans, c'est beau, et ça m'a permis de me replonger dans l'histoire complète de Doctolib, et puis également j'ai découvert l'histoire de son PDG. J'y reviendrai, mais c'est passionnant. Il y a un monsieur qui est encore très jeune et qui est quand même à la tête d'un sacré empire. Pour nos amis suisses et belges qui nous écoutent, et québécois également, petit rappel, Doctolib, ça fait quoi? C'est en 3 mots? Alors Doctolib, c'est un service qui vous permet de prendre rendez-vous en ligne avec un professionnel de santé. Et alors ça, c'est le service numéro 1. Je vais y revenir. Et puis maintenant, il y a plein de services annexes. Il y a déjà des services pour les pros de santé. Et puis ça fait de la téléconsultation maintenant et d'autres choses. Voilà.
Donc, En Belgique, on connaît un petit peu plus Dr Anytime. Par exemple, qui oui. fait C'est ce que j'allais dire. Des choses similaires. En Suisse, Thierry, Alors, à ma connaissance, je crois pas qu'il y ait d'organismes nationaux qui le Téléphone. font. C'est plus auprès des assurances. C'est comme une espèce oui, d'accord. d'option. ouais, alors, Si tu utilises ça, tu as une assurance. c'est Attention. encore autre chose, ça. Ouais. C'est ouais. encore un Attention, Doctolib, c'est un acteur privé. Privé, Je vais oui, y oui, revenir. ça. Ok. Et ça pose un certain nombre de questions. Donc, l'aventure Doctolib a commencé en 2013. Maintenant, ils sont un peu partout, en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et donc, comme je l'ai dit, on peut prendre des rendez-vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec à peu près tous les professionnels de santé et pas de santé. C'est aussi un problème, j'en parlerai. Et donc, ça a commencé avec un gars qui a dit « Tiens, je vais faire ce service-là ». En 2013, il y avait 50 praticiens et dentistes. En 2014, il y a une première clinique et une première levée de fonds de 4 millions d'euros. En 2017, l'État, la BPI, rentre au capital pour une deuxième levée de fonds à 26 millions d'euros. Et l'entreprise, en 2017, donc déjà 4 ans après, il y a déjà 200 personnes qui travaillent là-dessus. Et fait marquant, et c'est là où le loup commence à rentrer dans la bergerie, en mai 2017, la PHP, alors c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, donc c'est tous les gros, c'est tous les gros hôpitaux parisiens public. publics décrètent que Doctolib est le moyen de prendre un rendez-vous à la PHP. Et ça les arrange. Pourquoi ? Parce que avec ce service-là, et notamment avec les relances, lorsque vous prenez un rendez-vous, vous êtes relancé 3 jours avant, 2 jours avant et autres, et le nombre de rendez-vous non honorés diminue de 7,5%. Ok. Et donc, pour le praticien, c'est hyper intéressant Bien sûr. parce que les rendez-vous non honorés, on le sait, c'est un gros problème. Donc en 2017, 4 ans après le Lancement. démarrage, il y a déjà 11 millions de visites par mois sur le site. On y reviendra tout à l'heure, mais ça commence il faut faire de l'infra, quoi. Ouais. On peut pas, voilà, c'est pas le petit site de Madame Michu. 2018, 40 000 professionnels de santé qui deviennent partenaires. Ils commencent à acquérir d'autres sociétés comme Mon Docteur, qui comptait déjà 600 salariés, donc ils en ont repris une 600. Il y a 20 millions de visites par mois sur le site et 55 000 professionnels de santé. En 2019, arrivée de la téléconsultation, avec 600 médecins qui commencent à faire des consultations en visio, remboursées avec l'assentiment ou le tampon de l'assurance maladie, donc qui est l'organisme public en France, qui permet de se faire rembourser et d'être dans le parcours de soins normal du système public. Troisième levée de fonds, toujours en 2019, 150 millions d'euros, et en 2019, il passe le fameux milliard d'euros de valorisation qui en fait une licorne, tout à fait. 100 000 professionnels en 2019, 2000 établissements, donc là ça commence à être et alors là c'est le boom 2020, Covid, et alors là, rappelez-vous, vaccination, prise de rendez-vous pour les vaccinations, pour les centres de vaccination et tout le temps. Et toutes les autres pathologies qui, elles, continuent. Et toutes les autres pathologies, tout à fait, mais n'oublions pas, il y avait quand même un certain nombre de vaccins et de rappels à faire. Tout à fait. Et l'État, je ne sais pas comment ça s'est négocié, mais l'État a dit vous passerez tous par Doctolib, structure privée. Ouais. Donc c'était assez, pour eux ça a été un tremplin énorme, et on va en reparler tout à l'heure. Mais en termes d'infrastructure, là, je pense qu'il y en a qui ont dû se faire des cheveux blancs parce que vous aviez, vous avez plus de 60 millions d'utilisateurs patients qui ont dû s'ouvrir un compte. Ce qui m'amène, Aurélien, peut-être que je te coupe, mais à t'amener à répondre à la question suivante. Quel est le modèle économique de Doctolib ? D'où viennent les ressources ? Alors, Doctolib, pour le patient, c'est gratuit. D'accord. Mais pour le praticien, il a un abonnement. Alors, pour la version agenda, alors j'ai plus exactement les tarifs en tête, mais il me semble que le praticien paye 140 € par mois pour que son agenda soit géré par Doctolib. Pour le patient, c'est gratuit. Et s'il veut faire de la téléconsultation, il y a un forfait en plus. Ok. Sébastien voulait juste peut-être intervenir une microseconde.
Ouais, pour le praticien, c'est vraiment un CRM, c'est le Salesforce du docteur, hein, et c'est beaucoup plus que la gestion de l'agenda, c'est tout la gestion de la patientèle en mode SaaS, software as a service. Mais ce qui est intéressant, et tu en parleras certainement ensuite, Aurélien, quand tu parles des infrastructures, c'est que quelle que soit la quantité de patients qu'a le praticien, il paye un forfait mensuel, et on se doute qu'au moment du Covid, il y a une explosion des demandes, etc., mais il n'y a pas plus de praticiens nécessairement, et donc ils ont plus de demandes, donc ils ont plus besoin de ressources, mais finalement leur chiffre d'affaires ne gonfle pas tellement finalement. Si. Ouais, alors de toute façon c'est simple, un médecin, il a X heures de consultation dans sa semaine. Oui. Voilà, il peut pas prendre un patient pendant 8 minutes, donc forcément il a un nombre de patients qui même si on a vu des exagérations dans tous les domaines. À peu près géré. Juste, je termine sur l'aventure entrepreneuriale. 2022, dernière levée de 500 millions d'euros avec une valorisation à 5,8 milliards d'euros. Ah oui. C'est quand même énorme. Enfin, moi, pour un médecin. Non, mais on est à 9 ans d'existence et 9 ans d'existence. Mais avec des coups de pouce quand même assez retentissants. Oui, ils ont profité d'un certain chose. Alors, je voulais évoquer encore deux choses. La première, c'est la partie technique de ça, parce que forcément, ces gens-là, ils doivent gérer des flux énormes, des données de santé. Alors, quand vous prenez des rendez-vous, ça reste encore... voilà. Oui, c'est pas ton... Même s'il y a des scandales sur... Moi, l'adresse IP, mon adresse IP à moi a été voir un cardiologue, un machin, donc quelqu'un qui arriverait à savoir ça, il sait que je peux avoir des problèmes cardiaques. Mais ton dossier médical n'est pas repris. Alors attention, justement. D'accord. Doctolib veut aller par là. C'est-à-dire que quand vous faites de la téléconsultation, un certain nombre de données de santé sont mises sur la plateforme Doctolib. Le praticien fait un diagnostic et va poser, par exemple, une ordonnance. Et donc, à partir du moment où il y a ordonnance, il y a diagnostic et il y a prescription, donc il y a des données de santé. Et donc, non seulement les données doivent être hébergées sur des serveurs qui permettent d'accueillir des données de santé, je laisserai Sébastien en parler mieux que moi après, mais il y a tout un tas il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Par exemple, Doctolib, évidemment, il fait appel à un CDN. Un CDN comme Cloudflare, et donc les données de Doctolib passent sur ces serveurs-là. Et donc, ça met en branle un tas de mécanismes de serveurs, qui sont pas forcément sécurisés. Alors, Doctolib a beaucoup travaillé là-dessus et prône un niveau de chiffrement très élevé. Mais bon, il y a un certain nombre de scandales. Ils ont eu quelques fuites de données également qui n'ont pas été forcément bonnes pour eux. Mais c'est clair que moi, je tiens à tirer mon chapeau quand même à leurs équipes de dev, parce que absorber ce qu'ils ont absorbé au moment du Covid, en termes d'infrastructure, en termes de gestion, de croissance, qui devait être un truc de fou. Hein. Enfin, vous imaginez les... Oui, il fallait suivre. Voilà, les devs qu'ils ont dû prendre et autres. C'est assez incroyable. Ensuite, c'est un acteur privé, je l'ai dit. L'assurance maladie ne les voit pas forcément d'un bon œil. Alors, je vais parler de choses franco-françaises, mais la sécurité sociale a mis en place Mon Espace Santé, qui est un espace où maintenant, à partir du moment où vous allez faire une prise de sang ensemble en France, les résultats de ces prises de sang atterrissent sur Mon Espace Santé, qui est un endroit sécurisé où sont stocker vos données. Et toi, tu donnes le droit d'accès à ton médecin traitant, par exemple, ou à tes praticiens. Exactement. Oui, c'est comme chez nous. Je peux partager ça avec un autre médecin ou avec un autre. Mais voilà. Bon, il y a un peu une guéguerre entre les deux à ce niveau-là, et puis c'est compliqué. Doctolib a besoin du cloud, a besoin de serveurs, a besoin de choses, et ils peuvent pas tout faire en interne, donc ils sont obligés d'externaliser, d'avoir des partenaires. Ils veulent marcher un peu sur les plates-bandes de l'État, parce que voilà. Mais l'État a eu besoin d'eux au moment du Covid, parce qu'ils savaient pas prendre des rendez-vous comme ça à cette échelle-là. Enfin voilà,
moi, je trouve que c'est une très très belle. Ils ont eu le vent dans le dos. C'est une success story, ça c'est clair. Mais ça pose plein de questions, effectivement. Ouais, mais ça pose énormément de questions. Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que ça doit être national, ce genre de truc? Pourquoi? Voilà. Et c'est vrai, Sébastien, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus, parce que les données des Européens, de manière générale, quelles que soient leurs données d'ailleurs, normalement, il doit y avoir un règlement européen qui fait en sorte qu'on ne peut pas stocker ces informations sur des serveurs étrangers, il me semble. Il y a plusieurs choses. En France, il y a pardon, je cherche mes mots. Il y a une réglementation spécifique qui s'appelle HDS, qui veut dire Health Data Service, c'est ça, Aurélien? Oui. Qui est un ensemble de normes à respecter en matière de chiffrement, en matière de résidence des données, que tous les acteurs du monde de la santé doivent respecter. Dans HDS 1.1, il n'y a pas d'obligation de géographie, donc les données pourraient être dans un pays hors Europe. Dans HDS 2.0, il y a une obligation que les données restent sur le territoire européen. Il n'y a pas de préférence nationale, c'est interdit de faire ça en Europe, mais ça doit être à l'Europe. Et le cloud provider de Doctolib est conforme à HDS, donc ils sont conformes par là. Il y a eu, juste après le Covid, en 2021, un levé de bouclier contre Doctolib en disant « Ouais, vous allez mettre vos données chez un grand méchant américain ». Il y a eu des procès qui ont été faits et la Cour de cassation, en mars 2021, a rendu son avis en disant que le fait que le cloud provider en question était certifié HDS, que Doctolib a rempli toutes ses obligations en matière de continuité de business, donc de backup et de recovery, mais aussi de chiffrement, que toutes les données sont chiffrées, que les clés ne sont pas chez le cloud provider, les clés sont à l'extérieur. Tout ça fait que ça respecte GDPR, ça respecte HDS et qu'il n'y a absolument aucune contre-indication légale qui obligerait Doctolib à mettre ces données chez un clouder européen. Aurélien. Oui, s'il me reste un peu de temps, je voulais parler de Stanislas Niok-Château. Faut savoir que c'est un mec brillant, hein, certes, mais qui n'était pas du tout fait pour être patron de Doctolib. Il souffre d'un bégaiement très fort et encore maintenant dans les interviews, il bégaye très fortement. Il dit lui-même qu'il est il avait beau être très très bon à l'école, il a du mal à parler en public, il aime pas, il souffrait d'une certaine timidité. C'est quelqu'un qui rêvait d'être tennisman, il a eu un grave problème au dos et il a dû raccrocher les raquettes. Mais par contre, ce qu'il a pas eu dans le sport, il a réussi à l'avoir dans l'entrepreneuriat. Et je trouve, moi, ça me parle beaucoup tout ça. Et voilà, aujourd'hui, il vit très bien, je suppose. Et il est en train, en tous les cas, il commence à attaquer. Enfin, il a même pas 40 ans. Hein. Il commence à créer des écoles pour à financer de la recherche pour le bien-être des enfants, pour le bégaiement, pour tout ça. Et voilà, je voulais tirer mon chapeau pour ça. Et en tous les cas, chouette parcours. Tu fais bien. Gloire aux bègues, ils auront toujours le dernier mot. Comme Sébastien d'ailleurs, qui a levé le doigt. Ouais, Doctolib s'exporte à l'international également, puisqu'ils sont présents en Italie aussi, en Allemagne, et ils ont peut-être pas une vocation, mais une envie en tout cas, d'aller sur d'autres pays européens. Et puis je crois que j'ai dit une connerie tout de suite, j'ai parlé d'un arrêt de la Cour de cassation, les juristes m'excuseront, c'est le Conseil d'État, c'est pas la Cour de cassation, c'est pas la même chose, mais il fallait que ça soit rectifié. Merci beaucoup Sébastien. Le lendemain de notre séance d'enregistrement, on apprenait que l'autorité de la concurrence avait infligé une amende de 4,7 millions d'euros à Doctolib pour une double infraction mêlant pratique d'exclusivité, vente liée et acquisition considérée comme prédatrice. La plateforme n'a pas tardé à réagir, annonçant son intention de faire appel et contestant point par point la décision. Affaire à suivre. C'est la deuxième fois, Thierry, que tu nous parles de l'armée. T'en as vraiment gros sur la patate par rapport... Toi qui as été réformé. Oui. En plus, franchement. C'est ça. Donc, chef de l'armée suisse veut une alternative à Microsoft 365, ce qui est pas complètement idiot. Ça vaut la peine quand même d'être réfléchi à un moment donné, peut-être mieux, on sait pas. On va parler évidemment, et on aurait pu en parler aussi dans le sujet précédent, de souveraineté numérique. Exactement, puis ça fera le lien avec le sujet que je vous ai concocté, parce qu'effectivement, je pouvais pas passer à côté de ça.
pour faire le parallèle. Alors je vais faire très très court. Vous savez, la Suisse c'est normalement un pays neutre. Eh bien non, pas pour l'armée. Voilà, l'armée suisse. Alors là, on va pas parler des avions. Je crois qu'on a le même problème en Belgique que chez nous. Hein. Non, ça tout va très bien chez nous. On en a commandé 6 de plus. Donc, voilà. Oui, voilà, mais on a des avions pour des pays trop petits. Voilà. Donc ça, c'est le point commun qui nous réunit. Après, il faut aller s'entraîner chez les voisins. Voilà, exactement. Alors non, c'est assez fou parce que ça a quand même marqué ces esprits ici. En gros, c'est le premier organisme fédéral qui dit stop les Américains, stop le stockage sur lequel n'importe quelle loi américaine pourrait aller venir farfouiller. Alors là, c'est marrant il y a même parce plus besoin de loi maintenant pour. Oui, voilà. Il y a un mec avec des cheveux oranges qui fait ça. Ça. Non, mais c'est assez exceptionnel pour nous, hein, parce que l'armée là, elle est pas en odeur de sainteté, justement avec ces histoires d'achat un peu, comment dire, les fameux drones, complètement à côté de la plaque. Alors oui, il y a des drones, il y a des choses bien, et là, je trouve que c'est aussi bien que ce soit l'armée qui vienne un petit peu secouer le cocotier. Alors ça concerne Microsoft 365, hein, vous savez, cette suite Office qui est dans le cloud, qui permet de travailler en ligne et puis de se partager des documents, de pouvoir faire du collaboratif, etc. Et lui, il dit, c'est hors de question, vous avez l'interdiction de stocker quoi que ce soit là-dessus, c'est fini, on arrête de rire. Nous, on veut une alternative. Le fax. Oui, pourquoi pas. Le fax encrypté. Non, mais moi, ça m'a interpellé parce que, en fait, il met le doigt où ça fait mal. Je vous avais parlé il y a quelques épisodes en arrière des 400 millions investis du côté de Microsoft pour justement l'informatique de notre pays et pour ouais, comme n'importe quel IT manager se dire ouais allez on va prendre ça parce que ça marche, parce que c'est gros, parce que c'est partout pareil, on fait ce choix et comme ça je risque rien si jamais ça marche pas parce qu'on est chez Redmond, chez Microsoft. Et ben en fait là l'armée vient un petit peu secouer le cocotier et je souhaite vraiment, parce que ça me tient à cœur, de voir que ça va faire des petits, c'est-à-dire que ça puisse faire réfléchir nos politiques, même si je me fais pas trop d'illusions parce que les 400 millions là ils sont déjà plus ou moins investis ou en tout cas signés et on va bouffer du Microsoft. J'ai rien contre toutes ces grands noms de la tech, mais c'est vrai que la souveraineté numérique revient méchamment devant le devant de la scène. Et on en parlera d'ailleurs dans mon sujet parce que ça devient de plus en plus actuel. Voilà. L'armée suisse qui est moins neutre que par habitude. Oui. Mais finalement, c'est justement ça aussi son rôle quelque part. C'est la défense de la nation. Donc ça se comprend. Xavier, je voyais plein de points d'interrogation dans les yeux de Xavier. Il se pose plein de questions. Je vais peut-être fermer mon compte Teams. Non, mais c'est des questions qui sont très judicieuses d'après moi. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'avancée technologique ou du monopole de certaines forces comme la Chine, les États-Unis et autres dans tout ce qui est industrie et logiciel. Et je pense qu'effectivement, essayer de se libérer un petit peu de tout ça a un vrai sens, quoi. Donc ça a du sens et en même temps, il y a aussi de l'excès dans le sens où, de l'excès. Comment exprimer ça, on s'en inquiète peut-être plus aujourd'hui de manière un peu plus excessive qu'auparavant. Peut-être qu'avant c'était justement l'excès inverse, parce qu'il y a l'aspect géopolitique tout simplement qui montre le bout de son nez. Oui, clairement. Et la politique tout court. Et on le disait, et après je donnerai la parole à Sébastien, quand on parlait, rappelez-vous, des réseaux sociaux et de ce qu'on partageait sur les réseaux sociaux, il y avait plein de gens qui disaient toujours moi je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Oui, sous ce régime-ci. Mais un changement de président, un changement de gouvernement, un changement de toutes sortes de choses, ou simplement, toi, tu te déplaces d'un pays à un autre, c'est peut-être mal pris ce que tu as publié un jour sur ton compte X ou Facebook ou que sais-je. Et donc, voilà, la liberté n'est pas absolue non plus, et la liberté d'expression, c'est pas la même d'un pays à l'autre. Le concept n'est pas le même. Sébastien.
Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a la Cour pénale internationale qui a décidé de passer sur une suite logicielle européenne souveraine, OpenDesk, pour ne pas la nommer, suite aux abus de l'administration américaine, puisque je rappelle que c'était début de cette année, je crois, bah oui, puisque Trump n'est là que depuis le début de l'année, c'est tellement long déjà. J'ai plein de cheveux blancs depuis, c'est bizarre. Il avait réussi à faire bloquer les comptes email de certains magistrats de la Cour pénale internationale, tout à fait légalement d'ailleurs, parce que pour qu'une entreprise américaine bloque des comptes, il faut que ça soit une décision de justice. Là, c'était un décret administratif que Microsoft a bizarrement suivi d'ailleurs. Certains juges se sont trouvés sans mail pendant plusieurs jours, et c'est suite à ça, je suppose, qu'ils ont pris cette décision de quitter Microsoft. Et c'est le gros problème, c'est que les GAFAM, je vais être un peu vulgaire, ils pissent dans le sens du vent. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ça le souci aussi. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus, le terme est fort, je le conçois, c'est de technofascisme. C'est un terme qui revient de plus en plus quand on parle des grandes structures. On pense à Elon Musk, par exemple, à Mark Zuckerberg et autres, qui se comportent de manière, très à droite du président. Donc, voilà, tout ça, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il faut s'en alarmer, etc. Ça, chacun jugera, mais c'est quand même pas mal de se poser les questions sereinement, peut-être, à tête reposée, avant de faire un peu n'importe quoi. Voilà, une opinion. Si vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à la partager avec nous. Vous le savez, vous pouvez nous laisser des commentaires où que vous voulez. On essaie de tout lire, mais par exemple, via notre infolettre, il y a un champ commentaire. Vous pouvez commenter aussi sur l'infolettre qui est publiée toutes les semaines. Je tenais à le rappeler et c'est fait. Voilà. Alors, on parlait un instant de politique un tant soit peu toxique, qui se servent eux-mêmes de réseaux sociaux un tant soit peu toxiques. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de toxicité des réseaux sociaux et d'essayer de s'interroger, de savoir qui est réellement coupable. Parce qu'on a toujours une idée un peu tranchée sur la question, mais peut-être qu'il y a d'autres courants et d'autres opinions qui peuvent bouleverser nos idées reçues, Xavier. C'est ça. En fait, c'est un test un petit peu dingue qui a eu lieu. C'est des chercheurs qui ont construit un réseau social de toutes pièces et qui était peuplé uniquement de bots. Donc, pas de pub, pas d'algorithme, pas de recommandations spéciales, pas d'humains, pas de likes, etc. Et ce qu'ils ont observé, en fait, c'est qu'il y a les mêmes travers que sur les réseaux réels qui sont apparus. Donc des bulles de discussion, des clashs, une élite qui prend un petit peu toute la lumière et qui finalement devient les seuls auteurs de certains sujets, etc. Donc tout ça était pas très rassurant. Alors le contexte, c'est que en gros, on aime souvent accuser l'algorithme de ces réseaux sociaux en disant, en fait, si nos fils sont toxiques, c'est parce que la machine va mettre en avant tout ce qu'il y a de pire pour alimenter les débats. Et en fait, il y a une étude de l'université d'Amsterdam qui a voulu tester l'idée inverse, c'est-à-dire que est-ce que la toxicité viendrait pas plutôt aussi de la manière dont un réseau social est architecturé et de notre propre préférence. Donc, je trouvais le sujet intéressant. Et donc, le protocole qu'ils ont mis en place, c'est ils ont créé ce mini réseau social avec seulement 3 actions possibles, c'est-à-dire poster, reposter une publication et suivre quelqu'un. Et donc, il n'y avait pas de fil spécialement pour vous, avec pas de pub, pas de boost automatique d'une publication. Donc c'est vraiment le minimum vital d'un réseau social. Donc ils ont lâché les 500 bots et les 500 chatbots et chaque bot avait un persona qui était crédible, c'est-à-dire au niveau âge, niveau d'études, loisirs, la position politique, etc. Ils se sont inspirés de données américaines. Donc ça c'est quand même un petit point, c'est que c'est une étude qui se focalise sur des données américaines c'est l'American National Election Studies, et les bots ont écrit et ont décidé de faire des actions via un LLM qui est principalement ChatGPT 4o mini, et l'équipe a répliqué les tests aussi avec Llama, DeepSeek, etc. et ils ont observé les mêmes tendances. Et donc l'expérience elle a été faite sur plusieurs runs, donc il y a eu jusqu'à 10 000 actions par run, et donc ils ont observé comment
comment ça évoluait. Et les résultats, en fait, c'est qu'il y a des champs, ce qu'on appelle des echo chambers, c'est-à-dire que les bots suivent surtout ceux qui pensent comme eux. Donc ça, c'est un des premiers C'est résultats. les fameuses bulles, hein, les bulles informationnelles. Les fameuses bulles. Et en fait, on pensait un peu que c'était mis en avant surtout par les algorithmes, et ça l'est certainement un petit peu, mais il apparaît que c'est les bots qui suivent aussi eux-mêmes ceux qui ont naturellement une pensée qui est similaire à la leur. Alors il y a aussi des inégalités d'attention qui sont extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite élite qui va concentrer la majorité des abonnés et des ripostes. Donc en gros, de nouveau, on a des personnes qui se mettent un petit peu plus en avant que d'autres. Et qui le bot Donald, par exemple. Voilà, c'est ça. Et alors, on va mettre en avant sur tout ce qui est très clivant, c'est-à-dire que les profils qui sont les plus partisans de quelque chose vont recevoir un peu plus d'abonnés et de reposts que d'autres. Et donc, on voit que le prisme des réseaux va amplifier les voix extrêmes et ça va se recréer un petit peu tout seul, comme on l'observe dans les réseaux classiques. Alors, ils ont testé des remèdes pour voir si ça pouvait avoir un impact. Donc, ils ont par exemple avec un fil chronologique, ils ont enlevé toute logique de contenu populaire. Donc ils ont vu qu'il y avait moins d'inégalité d'attention à ce moment-là, mais quand même tout ce qui est quand c'est quelqu'un qui est plus partisan de quelque chose, c'est quand même un petit peu plus visible. Ils ont essayé de faire un downrank, donc de diminuer la visibilité de tout ce qui était un peu plus viral. Donc ils vont freiner le contenu qui est déjà très relayé, mais ils ont vu que l'effet était relativement modeste, c'était pas un coup de baguette magique. Ils ont essayé aussi de montrer plus souvent l'opinion opposée à celle du bot. Ça c'est intéressant. Et donc là il y a eu des petites améliorations, mais c'était quand même pas la fin des bulles de discussion. Donc ils ont quand même noté quelques améliorations. Et alors ils ont aussi essayé de donner la priorité à des postes qui sont avec un haut niveau d'incidence sur l'empathie ou la raison, par exemple. Et donc là, ils ont vu que c'était le meilleur moyen pour réduire la prime aux partisans, gratter sur un petit peu plus d'ouverture d'esprit, mais malheureusement, ça se concentre quand même beaucoup sur des postes qui sont vraiment très vertueux. Donc il y a de nouveau beaucoup d'inégalités à ce niveau-là. Ils ont essayé de cacher les métriques sociales, donc c'est le nombre de followers, le nombre de republications, le nombre de likes, etc. Enfin, il n'y avait pas de likes ici, mais donc le nombre de followers et de reposts. Et ça n'a eu quasiment aucun effet sur les effets de bulle et d'inégalité. Et ça a même un tout petit peu augmenté l'activité de follow et de repost sans régler un problème de fond. Et alors, ils ont aussi essayé un dernier point qui était intéressant, c'est de cacher les bios des bots, donc les biographies des gens, donc moins de signaux qui vont permettre d'identifier quel est l'auteur d'un post. Et ça, ils ont vu que l'impact était très faible et de nouveau que les bulles persistaient. Et donc, en gros, la conclusion un petit peu des tests, c'est que y a pas vraiment d'interrupteur, de bouton magique pour améliorer ça, parce que parfois on améliore un indicateur, mais on va en abîmer un autre, etc. Et donc, ils en ont conclu que le mal était vraiment structurel. C'est la manière dont les réseaux connectent les gens et récompensent les réactions, et pas seulement des algos méchants qui vont essayer vraiment de booster l'interaction, etc., qui sont à la base de ça. Alors, pourquoi ça peut être important? C'est parce que voilà, on peut déjà se dire, ok, je dois arrêter de me dire que c'est vraiment l'algo qui me pousse à voir tout ça. Il faut peut-être réfléchir à concevoir des plateformes un petit peu autrement. Et bon, il y a quand même des limites. C'est que ici, c'est un test avec des bots, c'est pas des vrais humains. C'est des bots qui dépendent, comme je l'ai dit, on est dans un contexte US et on sait que au niveau US, il y a quand même parfois des réseaux sociaux qui sont très influencés par les propriétaires de ça. Et donc, si nous, on veut prendre une décision par rapport à notre usage des réseaux sociaux, une chose qu'on pourrait essayer de faire, qui va un peu dans le sens du test, c'est de se dire, OK, on va ralentir un petit peu notre consommation des réseaux, on va lire vraiment les publications avant de les partager. Donc, on va pas se contenter du titre et des 3 premières phrases, mais on va vraiment essayer de lire le contenu de l'article et de le comprendre avant de le partager. Parce que souvent, on réagit juste à des posts avec un titre
ou qui nous excite un petit peu plus. Et le titre est fait pour ça, hein, donc voilà. Oui. Et on va peut-être aussi essayer de s'abonner volontairement à des sources crédibles, mais qui pensent pas comme nous. Donc se dire ok, moi je vais pas essayer de liker juste des pages qui sont ok avec tout ce qui m'intéresse, mais c'est peut-être intéressant justement. Mais c'est vrai je te coupe 2 secondes, Ouais. Xavier. C'est vrai avec les réseaux sociaux, mais c'est vrai aussi avec la presse traditionnelle. Pour un peu, quand on a une opinion sur quelque chose, moi je fais ça régulièrement. Je vais lire une presse que je n'ai pas l'habitude de lire pour me faire mal à mon jugement, en quelque sorte, pour avoir une diversité d'opinions. Je reviens souvent à mon idée de départ, mais malgré tout, ça me donne des arguments en plus. Voilà. Ouais. Et je pense que ça, c'est une bonne méthode à appliquer à tout le monde, qu'on devrait enseigner dans les écoles déjà aux plus jeunes, pour qu'ils prennent l'habitude d'être un peu critiques par rapport à ce qu'ils lisent. Ce serait l'éducation aux médias. Je pense que c'est quand même un truc important et qui est quasiment inexistant. Donc c'est pas mal. Est-ce que le bot Elon a racheté la société qui a fait le test ou il a gardé ses mains dans les poches ou parce que voilà. On a proposé à Elon de faire le test sur son réseau, il n'a pas accepté. Hein. mais alors, l'autre possibilité aussi. Et puis après, je passerai la parole à ceux qui veulent. Mais l'autre possibilité aussi, c'est que ce soit juste la nature humaine. Même ici, ce sont des bots, mais qui copient la nature humaine. Est-ce que ce serait pas juste la nature humaine qui fait que, à un moment donné, on se fout sur la gueule, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Peut-être. Je vois Sébastien qui est en train de chercher dans sa barbe restant de la soupe de ce midi ou un truc à dire. Non, j'ai des miettes de biscotte. Mais non, je pensais à un documentaire Arte que j'ai vu il y a quelques semaines qui parlait de TikTok et de l'avènement de TikTok, et où il disait la force de TikTok justement, c'est son algorithme et c'est la pièce secrète de l'infrastructure TikTok, c'est cette capacité de recommander à des gens leur centre d'intérêt pour les garder dans cette bulle sans machiavélisme a priori au début. Oui. L'idée c'est purement commercial, c'est au plus de temps ils passent sur la plateforme, au plus ils verront des pubs, au plus il y aura des sous. C'est purement business au mercantile. Après, il y a tous les 100% vrai. Mais en plus de ça, il y a aussi l'aspect modération qui devrait rentrer en ligne de compte, parce que finalement, qu'est-ce qui se partage le plus? Ce sont les fake news. Parce que la fake news, elle flatte les idées des gens, qu'ils soient conspirationnistes ou non, et le fait de ne pas modérer les fake news, ça amplifie, on le voit avec X par exemple, ça amplifie encore ce phénomène. C'est un vrai souci. D'ailleurs, je pense que c'est TikTok qui a la médaille du réseau social le plus entaché de fake news, bien devant. Je pense que celui qui est tout en bas, ça doit être LinkedIn, pas loin derrière, il doit y avoir X par exemple. Donc c'est un peu le hit parade des porteurs de fake news dans le domaine des réseaux sociaux. Je sais pas, Thierry, peut-être un mot, et puis après on passe à la suite, ou Aurélien, ou les deux. Oui, alors ça me fait penser à ce qui est dit sur TikTok, qu'on n'a pas la même version de TikTok, qui d'ailleurs s'appelle pas comme ça en Chine, versus ce qui se passe ici. Ah non, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant par rapport à nos amis chinois, c'est qu'il y a encore plus d'éducation par rapport justement à l'usage de tout ça. Il faut savoir qu'il y a un couvre-feu, que le temps pour consulter cette app, il est limité, que les contenus peut-être seraient orientés un peu plus intelligemment. Ça reste à vérifier. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ou à apprendre, pas forcément des Chinois, mais sur le problème de l'éducation. Et là, je pense que les parents, enfin nous, on est des boomers, on a vécu ce avant, pendant, après. On est des chanceux parce qu'on a un regard un peu plus posé, un peu plus avisé. Mais je me fais du souci pour les autres générations. Je suis pas sûr que les parents soient à même d'aider, éduquer leurs gamins. Pour parler du TikTok chinois versus le TikTok du reste du monde et la manière dont il est géré, comme on a l'habitude de dire, le dealer ne consomme pas ses propres produits. Voilà. Donc voilà. Faut pas toucher aux produits. Voilà. Il y a un dernier mot et puis on passe à la suite. Non, je me posais juste la question, qu'est-ce que ce serait un réseau social Enfin, ça peut-être même pas réseau social, je sais pas. Ça va être un média.
Peut-être. Non, mais où Et encore. où on likerait pas, où on suivrait pas. Ah oui, ça c'est la radio. Aucune Oui, mais il y interaction a des possible. biais aussi. Enfin, il y a des biais aussi. Bien sûr, mais ça, enfin, si Mais c'est en termes de ce sont des vitesse. biais d'opinion, on peut encore, voilà, on sait, Oui. on sait ce qu'on écoute, on sait ce qu'on regarde. Mais si on nous vend des mensonges pour une vérité, là, ça va au-delà de ça. Donc c'est aussi de ça dont il est question. J'ai cru voir un doigt se lever juste au moment où j'ai cliqué sur le bouton de changement de fenêtre. Sébastien, tu voulais dire encore un truc? Non. J'ai juste découvert un nouveau biais cette semaine qui m'a fait beaucoup rire et j'en profite pour le recaser ici. C'est le biais du pompier. Si on demande à un pompier, 80% des maisons qu'il visite sont en feu. Ah oui, ben oui, c'est vrai. En plus, c'est pas faux, effectivement. Allez, on passe à la suite. C'est pas mal. Point de maison en feu, Sébastien, pour cette petite chronique que tu nous Ah oui, proposes. c'est à moi. Bah oui, on va parler de GitHub qui a partagé ses stats et c'est assez intéressant les statistiques d'une plateforme comme GitHub. Exactement, c'est toujours intéressant de plonger dans les stats ou des enquêtes que font ces grandes plateformes de développement. Il y a Stack Overflow qui fait une enquête sur les développeurs tous les ans où on a l'occasion de donner nos outils préférés, nos plateformes préférées, les langages préférés aussi. Exactement. Et puis GitHub, ils ont pas besoin de faire une enquête parce qu'ils ont tout notre code, donc ils ont qu'à regarder leur repo et ils peuvent tirer des tas de statistiques intéressantes également. Ça s'appelle Octoverse. Octo, c'est la pieuvre. La pieuvre, c'est le petit logo de GitHub. Octoverse, l'univers de GitHub 2025. GitHub qui appartient à Microsoft, je le dis, juste pour être... Alors, il y a des chiffres qui sont mind-blowing, si vous me permettez... l'anglicisme qui sont ahurissants. 630 millions de projets sur GitHub et 180 millions de nouveaux développeurs en 2025. Ça veut dire que toutes les secondes, il y a un nouveau développeur qui s'inscrit sur GitHub. 43 millions de changements de pull requests, comme on dit dans le monde de Git, donc des demandes de changement de code. J'envoie mon code à un projet et je demande qu'ils incluent mon code dans leur projet. 43 millions par mois. 23% de plus tous les ans. Et devinez quels sont les deux langages les plus utilisés sur GitHub. C'est aligné avec Stack Overflow d'ailleurs. Tadam! Pas tous en même temps. JavaScript et TypeScript. Pardon, reprends. JavaScript et TypeScript. D'accord. JavaScript qui est le langage de page web pour faire des applications web, pour faire simple. Et TypeScript qui est une version un peu plus évoluée de JavaScript qui peut servir aussi bien dans le navigateur que pour faire des applications côté serveur. Mais globalement, toutes les applications web que vous utilisez sont écrites dans des langages, enfin avec des frameworks comme React Native ou comme React tout simplement, ou je sais plus, j'ai pas les noms qui me viennent en tête là maintenant, mais qui utilisent TypeScript et JavaScript. Quoi d'autre? Alors c'est plein de chiffres. Je vais un peu vous noyer avec des chiffres. Un grand amour pour les containers. On a déjà parlé des containers dans Docker. Vous savez, c'est mini Docker, VM. C'est pas tout à fait des VM, exactement Docker. 875 000 fichiers Docker présents dans des repos en 2024. 1,9 million cette année, plus 120%. Donc Docker à la cote, sachant que c'est pas que Docker, c'est le format qu'ils ont inventé, mais il y a des tas d'autres systèmes de containers qui permettent de travailler, notamment certains en open source. D'où viennent les développeurs? Eh bien, premier pays, c'est United States, sans surprise. Ils sont quand même passés en 5 ans de 10 millions à 28 millions. Donc plus de 100% d'augmentation. En deux, et qui gagne une place, j'ai l'impression de faire le top 50, en deux, et qui gagne une place par rapport à l'année dernière, l'Inde, évidemment, je sais pas combien de milliards d'habitants, donc forcément, statistiquement, la population de développeurs est assez grande. En trois, pour la même raison, la Chine. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils collaborent sur GitHub à des projets open source, donc tous les Chinois ne font pas que du closed source chez eux sur des systèmes équivalents à GitHub enfermés. En 4, et je l'attendais pas là, le Brésil. Et puis on rentre dans tous les plus petits pays, petits en termes de nombre d'habitants, et je suis étonné de le voir là en 5e place, United Kingdom, qui n'est pas un énorme pays, il doit y avoir 60-70 millions de sujets de Sa Majesté, donc à l'échelle du monde par rapport à la Chine, à l'Inde ou au Brésil, c'est relativement peu, mais 5e contributeur de code source sur GitHub, et puis le Japon, l'Allemagne, l'Indonésie, que je m'attendais à voir un peu plus haut, parce que là aussi il y a un grand vivier de population, la Russie, qui a un grand vivier de population,
très technique, mais peut-être qu'il y a des événements géopolitiques qui font qu'ils contribuent moins. C'est mon explication à moi, c'est pas expliqué dans le rapport. Ils ont peut-être une plateforme à eux aussi. Et puis le Canada. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Europe, c'est les trois pays, c'est United Kingdom, Germany et France, avec 6 millions ensemble de développeurs en un an. Ça me vient en tête parce qu'il n'y a pas que GitHub, on le sait bien. Donc... Non, mais c'est le plus grand. Oui. Le deuxième, c'est GitLab, probablement, qui est un concurrent. Il n'y a pas un Git, je ne sais pas comment ça se dirait en chinois, mais il n'y a pas un Git. Probablement. Je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé. On ne connaît pas et qui a forcément, vu la masse, beaucoup plus d'abonnés. Comme Alibaba est une copie d'Amazon. Par exemple, des choses comme ça, voilà. Donc, Byte, machin, et la copie de WhatsApp. Si vous avez l'info chez vous qui nous écoutez, vous connaissez un Git chinois ou russe, faites-le nous savoir. 395 millions de repos publics. 395 millions de repos publics. Il y a à boire et à manger. Oui, bien sûr. Je peux faire Hello World et mettre un repo. Voilà. Il y a pas de tout. Il y a un peu de tout. Et les projets les plus actifs sont très bizarrement tous des projets liés à l'IA. On trouve VLMM, qui est un High Throughput LLM Inference Engine, donc c'est lié à au Generative AI. En deux, c'est pas de l'IA, c'est Visual Studio Code, le projet de Microsoft, qui est l'outil de développement open source, distribué par Microsoft, forké en open source aussi. C'est à peu près la plateforme standard pour toutes les plateformes de développement. Quand vous voyez des nouvelles plateformes de développement aujourd'hui boostées à l'AI, ils reprennent la base de Visual Studio Code et ils vont mettre différents plugins dedans. Mais c'est cette base-là qui est utilisée. Hugging Face, start-up française, qui est un peu le GitHub des modèles, des large language models. On retrouve Godot. Godot, c'est un game engine. Si vous voulez pas utiliser des engins pour faire des jeux vous-même en 2D, 3D, si vous voulez pas utiliser les engins commerciaux pour lesquels il faut acheter des licences. Tu parles de moteur graphique, c'est ça? Unreal, oui, c'est ça. Eh bien, il y en a un open source qui s'appelle Godot, qui était le 5e projet le plus actif. Home Assistant Core, ça va faire plaisir à Xavier et à Sébastien. Un projet avec des tas d'IoT, le Smart Home Hub pour faire son hub de maison intelligente. Et puis encore de Ollama, on a déjà parlé, c'est une ligne de commande qui permet de tourner des large language models sur son portable. Et dans les projets qui ont le plus grandi cette année, on retrouve de nouveau plein de projets IA, mais il y en a un qui m'étonne beaucoup, c'est Zen Browser. Alors Zen Browser, c'est le browser que j'utilise au quotidien. Oui. C'est un fork de Firefox pour ressembler à Arc. Ça a l'air un peu cryptique. Oula. Ouais, c'est technique. Tout ça pour aller sur Google. Arc, c'était un Chromium-based, je dis c'était parce qu'ils ont arrêté, qui dispose les tables, au lieu de les mettre, les onglets, plutôt que les mettre au-dessus, ils les mettent sur le côté, et ils ont ce concept d'espace. Et donc, moi, j'ai des onglets en bas de ma page qui disent je suis dans mon espace blog, dans mon espace podcast, etc. Où je retrouve tous mes onglets des sites web liés à cette activité-là. Et je peux changer d'espace. Et j'adorais ça dans Arc. Arc a arrêté de faire son développement. Et Zen a repris le concept, mais appliqué cette fois-ci au moteur de Firefox. Donc Zen, c'est Firefox avec cette interface graphique un peu spéciale qui demande un temps d'adaptation au début, mais une fois qu'on est habitué, moi j'aurais du mal à repasser. J'espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont repasser à autre chose. Bon, si je le laisse continuer, il va y avoir un 3e sujet dans ce sujet. J'étais en train de me dire, ça va loin. Si vous aimez les chiffres, il y a plein de chiffres sur Octoverse. Vous avez les liens dans les notes du podcast. Et c'est assez intéressant de voir où va le petit monde du développement logiciel et du développement open source. Encore un chiffre, il y a 2 fois plus de projets privés que de projets open source. C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Ah oui. Donc c'est le modèle business. Ça allait probablement poser la question, Marc, mais ils vivent de quoi ces gens-là? Ils vivent en vendant des abonnements aux entreprises qui peuvent faire des repos, donc utiliser tout Git comme en public, sauf que c'est en privé, c'est juste pour eux. Ouais. Ok. Bon, c'est bien de le noter. Et comme toujours, on met les sources de toutes les news. D'ailleurs, chacun de nos chroniqueurs partage ces informations avec vous. C'est dans les notes de podcast. Moi, je voulais réagir un petit peu aussi par rapport à ça. Par rapport à GitHub, je me dis, on a parlé d'intelligence artificielle et j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps. Salut François. Je me dis, GitHub, c'est un véritable terrain de jeu aujourd'hui pour les intelligences artificielles. On
se rend compte qu'en fait, c'est une quantité de données qui est exploitable par les intelligences artificielles. Et en fait, on pense réellement que d'ici pas très longtemps, l'ensemble du code ou des fonctions possibles, etc., va être connu et assimilé par les intelligences artificielles, si ce n'est pas déjà en partie fait. Et je pense que le code aura de moins en moins de valeur à l'avenir, parce que en fait, on va pouvoir demander, on commence déjà à trouver des solutions de no-code qui sont de plus en plus efficaces, et on va bientôt pouvoir demander à ces IA de nous développer des choses. Alors, il faudra des gens qui sont capables d'examiner le code qui est généré, d'analyser les besoins, etc. Et de le déployer mais aussi. L'écriture du code en tant que tel aura de moins en moins de valeur, d'après moi. On fait un dossier là-dessus, je peux en parler pendant 1 heure. C'est noté. Parce qu'on est en quête de dossiers pour la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez que notre ami Sébastien et Xavier et l'ensemble de l'équipe d'ailleurs s'y collent. Ce sera avec plaisir. Thierry, on retourne en Suisse avec le sujet dont tu nous avais fait le teasing un peu plus tôt concernant un autre anniversaire. Tiens, on a parlé d'un anniversaire là tout à l'heure. Oui. Ici, il s'agit des 30 ans de l'illustre, j'ai envie de dire, Infomaniac, on va dire l'hébergeur historique suisse. On peut dire ça, vraiment. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et puis, pour tout de suite calmer l'audience, oui, l'anniversaire, les 30 ans, c'était vers la fin de l'année 2024, mais je me permets de revenir là-dessus parce que 30 donc ans les comme 31 ça, ans d'Infomaniac. Ouais. Pas tout à fait, mais voilà. Non, parce que il y a un autre anniversaire, c'est les 15 ans du meilleur du web que je co-organise avec ma collègue. Et voilà, j'avais envie de parler d'un anniversaire qui est pas le nôtre pour le coup, puisque j'ai croisé le fondateur il y a de ça très longtemps, j'ai un âge avancé, quand il faisait des choses dans l'informatique. Et justement, j'ai une colle, cher collègue. À votre avis, c'était quoi le tout premier business d'Infomaniac? De vendre du matériel. Je vois qu'il est déjà sur Wikipédia. Oui. Absolument pas. J'ai regardé une vidéo là tout à l'heure. Ah d'accord. Bizarrement, il y avait un type qui te ressemblait et qui avait en interview les deux fondateurs d'Infomaniac. Je suis désolé. Oui, voilà. On a les sources qu'on mérite. Non, mais c'est assez marrant parce que l'histoire de Boris Siegenthaler, qui est ni plus ni moins le fondateur, en fait, ils étaient deux. Il y avait effectivement son collègue Luci ou Luki, c'est comme vous voulez pour la prononciation. Ils étaient férus d'informatique et ils avaient monté des BBS. Alors, je sais que parmi vous, ça vous parle, Bulletin Board System. Et puis, on en parlait avec Boris. C'était fou parce qu'effectivement, ça coûtait beaucoup d'argent de mettre en place ces serveurs. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il y avait autant de lignes téléphoniques qui avaient d'accès concurrentiel. Donc, c'était très complexe. Et puis, les lignes téléphoniques à l'époque, ça coûtait cher. Je vous rappelle, on est en Suisse, donc l'opérateur national historique vendait bien ça. Alors, Satan, c'était la poste et les télégraphes et les télécoms. Il y a 30 ans, je ne sais pas s'il y avait Swisscom. En fait, voilà, c'est pour dire comme ça, c'est vieux. Et pour justement financer tout ça, pour pouvoir entretenir ces BBS, il s'est dit, tiens, il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais en même temps, les abonnés de ces BBS le challengeaient un petit peu pour dire, tiens, j'ai besoin de matériel informatique et tout. Alors, il y avait peut-être pas toute l'offre de e-commerce qu'il y a maintenant, puisqu'effectivement, il n'y avait pas d'Internet. Et avec son collègue, pendant quasiment 2 ans, ils ont mis à disposition ces BBS et ils ont monté un magasin qui a été un truc complètement fou. C'est vraiment une histoire passionnante, l'aventure entrepreneuriale de Boris pour Infomaniac, puisque à l'époque, il a monté un magasin à Genève, dans les quartiers de Vernier, un magasin dans lequel on pouvait acheter des cartes, du matos et tout. C'était pas l'informatique qu'on connaît maintenant. C'était très cher et il se faisait fort de vendre ça en fait à
des prix défiant toute concurrence. Donc c'est les années 1990, hein, on est en 94 quand effectivement il propose à son collègue de monter ce magasin. 2 ans plus tard, la marque Infomaniac voit le jour puisque le magasin devient en 96 TWS Infomaniac SA. La raison sociale a changé depuis, mais il faut savoir que pendant ces 2 ans, eh bien, ils ont fait des millions de chiffres d'affaires. Ça a pris très très vite. La chance qu'a eu Boris, mais c'est une chance qu'on travaille, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat. La chance, ça se travaille, ça se prépare. Eh bien, c'est qu'ils sont arrivés au bon moment pour proposer justement du système informatique moins cher, avant qu'il y ait les discounters, avant qu'il y ait les grandes chaînes de magasins, et puis justement l'informatique vendue en B2C plus simplement. Et l'épopée de les BBS, elle a un petit peu initié ce qu'allait devenir Infomaniac, c'est-à-dire qu'en fait, il a aussi imaginé devenir hébergeur, parce que dans les années 90, moi je sais pas en quelle année vous avez votre première adresse email, c'est à peu près moi dans ces eaux-là. Ça coûtait très très cher. Ils ont failli devenir provider d'accès Internet, mais très vite, Boris a constaté qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée parce qu'il y avait déjà des acteurs en place et justement les opérateurs nationaux historiques, le Swisscom entre autres. Il y a eu d'autres boîtes qui ont vu le jour en même temps. Et lui, il est parti plutôt vraiment sur l'idée de mettre à disposition des infrastructures de stockage et donc de permettre ce qui allait être les premiers sites Internet il y a 30 ans en arrière. Je vous rappelle, c'était pas aussi joli et aussi responsive que maintenant. Il n'y avait pas en plus le mobile. Oui, Xavier. J'ai distribué à cette époque-là, donc dans les années 90, j'ai distribué des CD qui donnaient des minutes gratuites d'Internet et qui permettaient de créer une adresse mail. Donc je me souviens très bien de cette époque. Oui, il y avait des coupons. Dans ces années-là, tu avais déjà Hotmail, et donc tu pouvais avoir... Puis AOL, avec sa solution un peu fermée. Moi, j'ai hébergé un site, à cette époque-là, j'ai hébergé un site chez Infomaniac que j'avais codé dans Bloc-Notes. Ok. Tout s'explique. Et voilà, ils se sont lancés là-dedans. Et en fait, très vite, l'hébergement a été la première brique. La discussion que j'ai eue, effectivement, comme tu le soulignes, Marc, dans cette entrevue avec Boris, le fondateur d'Infomaniac, très vite, lui s'est dit, je veux pas tous les œufs dans le même panier, et c'est pour ça qu'Infomaniac, bon gré mal gré, parce que là je vais faire mon intéressant en critiquant quand même certains choix stratégiques. Il a décidé de pas miser son business uniquement sur un seul produit, un seul service. Donc il y a eu l'hébergement, mais pour les chiffres, par exemple, en 2003, il était devenu le premier hébergeur de Suisse romande avec plus de 2000 sites. Donc, il y avait peut-être le tien là-dedans. Il y avait les miens aussi, puisqu'effectivement, j'avais commencé aussi à utiliser ça. Et il y avait les médias de service public aussi. Exactement. Une année après, la RTS et d'autres diffuseurs de la SSR, des Suisses. Donc, l'ensemble des chaînes se sont dit, tiens, en attendant, de trouver une solution peut-être in-house ou pas se compliquer la tête à inventer l'eau chaude. Je vous rappelle, dans ce temps-là, il y avait Reel Audio, Reel Vidéo. C'était pas... c'était Windows Media Player déjà aussi. Ouais, exactement, la vidéo en format timbre-poste. Et là, c'est un choix assez gonflé, puisqu'effectivement, la radio streamée, ça a été une grosse source de revenus, puisque beaucoup d'archives, mais il y a aussi eu d'autres acteurs. Il n'y a pas eu que les Suisses qui ont consommé ce service, qui sont venus comme ça renforcer les rangs et les revenus d'Infomaniac. Infomaniac, à ce jour, c'est plus de 200 collaborateurs, c'est des millions de chiffres d'affaires, mais là, on était encore dans une dimension un peu plus petite. D'ailleurs, c'était sur un site qui était l'ancien. Entre-temps, ils ont agrandi sur un autre site
Justement, je vous ai parlé de cloud éthique. Il y a aussi l'enjeu énergétique. On est sur un cloud et de l'hébergement en fait 100% green. Il faut savoir que par exemple maintenant, les infrastructures de stockage servent à chauffer des foyers à Genève. Ils récupèrent cette énergie, cette chaleur pour en faire quelque chose. Et puis, le côté green, c'est quelque chose qui a eu son sens, une évidence, en fait, chez Infomaniac. En 2010, il crée Infomaniac Entertainment SA et il se met à faire le premier produit que moi j'ai critiqué, c'est effectivement tout ce qui concerne l'événementiel. Donc, ils inventent leur propre solution de ticketing, d'accréditation, d'organisation d'événements. Très vite derrière, là-dessus, il y a aussi le streaming qui est venu. Il faut savoir que, par exemple, le CHUV à Lausanne, qui est un gros hôpital universitaire, utilise les solutions de streaming d'Infomaniac, là où, par exemple, en parallèle de ça, ils utilisent malheureusement encore des solutions du marché comme Cisco, Webex pour de la visioconférence. Il faut savoir que, Marc, tu le sais très bien, il y a aussi des solutions de streaming ou de meeting en ligne sur base open source qui sont proposées par Infomaniac. En fait, ils ont intégré toute une suite, la K-Suite, la K-Suite qui est en fait du logiciel libre qu'ils ont mis un peu à leur couleur. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ce sont des solutions qu'on peut trouver ailleurs, mais sous différentes marques et dans différents états. Et là, ils ont choisi un peu ce qui existait et ce qui semblait répondre à la demande. Et ça donne une suite. Alors, on peut pas comparer nécessairement à Google Drive ou à Microsoft. Enfin voilà, mais c'est quand même fonctionnel et c'est peut-être moins séduisant, mais c'est fonctionnel. Ouais. On peut presque les comparer parce qu'en fait, tu vas trouver ça. Ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule et ils proposent maintenant des emails gratuits. Donc on peut, à l'image de Google, effectivement avoir un petit espace 5 gigas quand même gratos. On peut avoir son adresse email gratuite aussi. Et puis dans K-Suite, on peut avoir un écosystème de bureautique. Alors faut savoir qu'on peut faire évoluer cette suite, puisqu'on peut se prendre un abonnement qui est pas très cher, où on peut faire par exemple, du backup. Faut savoir que Swiss Transfer, c'est basé sur la technologie de K-Suite pour le stockage dans le cloud, ce qui permet par exemple de stocker vos propres données en local ici à Genève. En fait, c'est la même techno qui est utilisée par Swiss Transfer pour aller à concurrence de 50 gigas de transfert de fichiers entre particuliers avec une trentaine de jours de validité pour récupérer ces documents. Et puis, pour parler d'actualité, on parlait tout à l'heure de Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une véritable belle solution. 50 gigas, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ça ailleurs. Et puis, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que, vous le savez peut-être, mais WeTransfer a méchamment changé ses conditions et WeTransfer s'est permis, pratiquement écrit en 6 points, de faire ce qu'ils veulent avec vos propres données échangées sur cette plateforme. Donc voilà, ils viennent aussi défendre le cloud éthique. C'est d'ailleurs leur slogan, si vous allez sur leur site, de Ethical Cloud, le cloud éthique, parce que ils se sont franchement orientés sur cette direction. Je vous parlais tout à l'heure de la billetterie. La billetterie, moi c'est un produit que auquel j'arrive pas à adhérer parce que là je sens Infomaniac qui s'improvise, enfin quand je dis improvise, je suis méchant parce qu'il y a beaucoup de devs derrière Infomaniac, mais qui propose un service qui rend service. Il faut savoir qu'il y a aussi de la newsletters, donc vous pouvez mettre en place des outils de newsletters à des prix assez intéressants et suisse. Donc pour le stockage, pour la fiabilité des envois et des réceptions, pour aussi le côté sécurisé, on a quelque chose qui tient vraiment la route. Et puis entre-temps, en fait, il y a une multitude de produits qui sont venus se greffer. Et puis entre-temps aussi, dans les années, il y a à peine 10 ans, on a vu leur centre de données s'étendre pour un nouveau centre qui est tenu secret par rapport au lieu géographique, mais qui est redoutable d'efficacité en matière d'apport en énergie, mais aussi en restitution calorique,
calorifique pour justement se servir de cette chaleur qui est créée. On ne dira pas que c'est dans un ancien bunker de l'armée revendu. On dira pas où c'est, voilà. Et puis dans les outils aussi, vous avez de la virtualisation, il y a Jelastic. Alors je fais pas de promo, je suis pas payé par Infomaniac et encore moins ici pour. Quoique. Non, mais alors moi j'ai un statut double. Je suis à la fois un utilisateur averti, j'ai testé d'autres plateformes. Alors j'ai trouvé des trucs qui me plaisent pas chez Infomaniac. Je me suis permis d'en parler à Boris. Je suis très fier d'avoir pu faire évoluer le client mail d'Infomaniac qui tourne sur les Mac et aussi sur iOS, qui est assez intéressant, qui vous permet d'avoir une alternative pour gérer vos mails. Je suis pas peu fier d'avoir pu remonter des bugs qui ont été corrigés grâce à mes propos, mais il faut aussi reconnaître que des fois, il y a des produits, des services qui vont pas forcément marcher, qui sont pas forcément réussis du premier coup. Ça, c'est les aléas de l'évolution. La chose que je voulais dire, c'est que je les taquine, hein, Marc, tu vas sourire, pour que enfin on ait une solution suisse pour le podcast. Alors, ils sont pas inintéressés, mais il faut savoir qu'ils sont à manquer de temps par rapport à tout ce qu'ils proposent. Je vous parlais par exemple de ces solutions d'intégration. Il y a plein d'outils de virtualisation. On peut faire tourner effectivement du Docker, des choses comme ça. Jelastic par exemple, sans faire de pub, vous pouvez le tester pendant 1 mois. C'est assez intéressant, gratuitement, pour se faire une idée justement de l'interface, des performances et puis des options, des possibilités qui sont offertes avec un acteur ici, suisse. Je vais finir tout ça pour vous dire que en fait, ils se font fort de secouer nos politiques. Voilà pourquoi je vous parlais de l'armée, parce que Infomaniac prend très à cœur. Ils discutent d'ailleurs très souvent avec leurs collègues OVH ou d'autres pour dire maintenant, les gars, les politiques, bougez-vous. Il y a des solutions, il y a des choses à faire avec le savoir-faire français, belge, européen ou suisse, parce que les solutions existent, mais c'est simplement toujours et encore peut-être des choix qui ont été dictés par quelques personnes jouant la carte de la sécurité, là où des protons ou d'autres acteurs suisses risquent de quitter notre pays parce que simplement nos politiques font pas forcément les bons choix. Et Dieu sait que le lobbying fait partie maintenant des actions proposées et faites par Infomaniac. Eh bien, c'était très complet. 31 années de Infomaniac. Fallait prendre un petit peu le temps d'en parler. On pourrait encore en parler longtemps parce qu'il y a plein de petites anecdotes autour de produits. Voilà, parce que ça, c'est tout qui a commencé à faire des sites web, tu le disais, dans les années 90, ont un peu, parce que c'était pas très cher à l'époque en plus, quand ils ont commencé à héberger des sites chez eux, et il y avait qu'un seul type d'abonnement, d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'était limité en volume et puis en bande passante aussi. Et en bande passante également. Et j'aurai une anecdote à te raconter plus tard, mais on va passer à la suite peut-être. Et on va terminer cet épisode un peu plus long que d'habitude, mais quoique, c'est pas, voilà, on voit pas le temps passer de toute façon, puisqu'on est en très bonne compagnie. On va terminer avec Aurélien. Aurélien, pour parler de... C'était Halloween, c'était il y a 2 semaines. Oui, mais on peut parler d'Halloween aussi, parce que c'est drôle, parce que, voilà, pourquoi on parle d'Halloween? Parce que le service s'appelle Dracula Technologies. Oui. Voilà. Alors je pense que le service com s'est fait plaisir. Oui, ça doit être ça. C'est comme ça. Ça passe moins bien aux autres périodes de l'année. Tu vois, Noël, oui. Par exemple. À la période d'Halloween, la start-up Dracula Technologies lève 30 millions d'euros. Voilà, c'est ça. C'est bien joué. C'est bravo. C'est un sujet qui va, je me permets de le dire, c'est un sujet qui va intéresser à peu près tout le monde, mais en particulier Xavier, puisqu'on parle d'Internet des objets, en parlant de Dracula Technologies. Oui, et on parle d'énergie harvesting. Donc l'énergie harvesting, c'est sur un dispositif, chercher à récupérer de l'énergie, un minimum d'énergie, pour faire ce dont on a besoin. Je prends un exemple, vous avez des sonnettes maintenant qui avec des boutons, où lorsque vous appuyez sur le bouton de la sonnette, donc il n'y a pas de pile dans la sonnette, lorsque vous appuyez sur le bouton de la sonnette, sonnette de porte, pas la sonnette du vélo, on est d'accord. Non, la sonnette de porte. De porte, oui.
lorsque vous appuyez sur le bouton, l'énergie qu'on arrive à récupérer de la poussée de votre doigt génère suffisamment d'énergie pour réveiller un petit transmetteur RF qui va aller envoyer un message au carillon qui est à l'intérieur de votre maison et faire ding-dong. Voilà. Ouais. C'est ça l'énergie harvesting. Donc il y a plein de solutions. Hein. On peut récupérer de la chaleur, on peut récupérer de la force mécanique, on peut récupérer de la lumière. Et c'est ce que fait Dracula Technologies, puisqu'elle développe des modules photovoltaïques organiques imprimés, OPV. Alors, pour vous donner une idée, vous avez tous eu une petite calculatrice avec une petite succession de carrés là, sur le côté, qui vous permet, qui fait fonctionner la calculatrice avec l'énergie solaire, avec la lumière, en tout cas la lumière ambiante. Donc, cette start-up de Valence, entre Lyon et Marseille en France, passe à l'échelle industrielle, puisqu'elle développe ces mini panneaux photovoltaïques sur des films flexibles. Elle les imprime, et c'est leur techno propriétaire, elle est là, leur savoir-faire c'est là, et donc elle peut vous créer des petits panneaux photovoltaïques d'intérieur pour dispositifs IoT, donc c'est pour générer des toutes petites quantités d'énergie. Les panneaux sont de n'importe quelle forme et sont potentiellement flexibles. Le but, c'est de supprimer toutes les cellules, toutes les batteries et toutes les cellules lithium qu'on retrouve dans tous les objets connectés qui sont autour de nous. Donc ça marche avec la lumière naturelle, mais aussi la lumière ambiante. 30 millions d'euros, je l'ai dit. La Banque des Territoires est dans le coup, et c'est dans le cadre de France 2030 pour réindustrialiser. Il faut savoir qu'ils attaquent un marché de 10 milliards d'euros. C'est quand même assez important, puisque voilà, le nombre de smart buildings, de géolocalisation, de petits devices de géolocalisation en tout genre, de mesures de température, d'humidité, de tout ce que vous voulez, ça fonctionne comme ça. Et puis le but, c'est diminuer l'empreinte écologique de tous ces systèmes-là. Et donc je le disais, ils passent d'une production où ils prenaient une feuille et puis ils l'imprimaient et puis ils faisaient une autre feuille à un système de rouleau. Donc maintenant, ce sera en continu. En continu, voilà. Et ils passent de 150 à 600 millions, donc il y a un rapport 4 de centimètres carrés de cellules. De cellules qui font. On pourra en voir dans... C'est vraiment pour générer un tout petit peu d'énergie, donc de préférence pour alimenter, j'imagine, des choses qui ne consomment pas en permanence. On voit pas ça, par exemple, sur une horloge. Qu'on pourrait, ça, une question de surface, mais c'est pas le but. C'est plus pour des capteurs. Oui, c'est ça. C'est plus pour des capteurs, par exemple, de température, hygrométrie, ou des choses comme ça qui envoient une valeur. Toutes les X temps. Avec des délais assez importants encore. Des capteurs de présence. Tout ce qui consomme de l'énergie en permanence, c'est pas indiqué pour ça. Non, une ampoule de 100 watts, non. Oui, ça je me même nos vannes, nous, on utilise l'effet Seebeck. Là, c'est une différence de tension température entre deux métaux grâce à une différence de chaleur, et ça génère un peu plus d'énergie aussi qu'on peut stocker. Nous, donc, là, t'as une petite batterie. C'est pas la même utilisation. Nous, dans les vannes qu'on utilise avec l'effet Seebeck, on pourrait pas vraiment utiliser ça, parce que je pense que l'énergie produite ne serait, à mes yeux, pas encore suffisante, ou alors il faudrait une surface assez importante, qui n'est pas... Petite précision, parce que chaque fois que tu dis le mot van, je vois Thierry faire un petit saut sur sa il s'agit de robinet, de tête de van. Les vannes V-A-2-N-E, et pas V-A-N, parce que pour nos amis qui nous écoutent, je le tiens à signaler, Thierry est très fan de vannes V-A-N avec les roues et etc. Et donc il faut pas qu'on se mélange, parce que alimenter son van, en l'occurrence, ça va pas être possible. Pas tout de suite. Voilà. Je sais pas s'il y avait encore des précisions à donner. Non, mais ils ont un très joli site. Allez voir si ça vous intéresse. Ils ont un très joli site. J'ai vu ça. Je sais pas si Sébastien avait quelque chose à rajouter là-dessus, sur les vannes, pas les vannes. Thierry, lève le doigt. Oui, moi je suis très content de voir. Je l'ai dit off the record à notre ami Aurélien,
de devoir traiter cette news, puisque effectivement, j'avais rencontré le DG en 21. Ils avaient gagné un prix au CES. Ils s'étaient fait remarquer. Et puis, j'avais posé la question, mais pourquoi Dracula Technologies? Je crois que j'avais eu une réponse du genre, mais pourquoi pas? Voilà, c'est souvent le genre de réponse qu'on donne quand on ouais. sait. Voilà, c'est... Non, mais les gens très très sympas. Il faut voir la carte de visite, le logo avec un peu de orange et cette comment dire, ce semblant de chauve-souris dans le logo. Il se promenait justement avec un device qui était capable de générer une toute petite tension. Un bien beau projet et puis surtout une fierté française puisqu'ils étaient, sauf erreur, tu me corriges parce que je suis nul en géo, Aurélien, ils étaient sous l'égide de Rhône-Alpes. Oui, Valence. Voilà, exactement. Donc, comme quoi ça vaut la peine, les startups qui nous écoutent, d'aller là-bas sous l'égide d'un pays ou d'une région, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il ne faut pas se moquer des riches. Voilà, c'est ça. Oui, croiser Thierry. Oui, c'est ça, par exemple. Par exemple. Xavier, pour conclure. Oui, juste encore une petite précision par rapport à cette technologie-là. Donc, les panneaux solaires organiques, en fait, sont moins chers au mètre carré. Donc, et comme l'a dit Aurélien, ils sont plus intéressants pour la planète, etc. Ils ont des propriétés flexibles, mais ils ont un rendement qui est quand même légèrement inférieur aux panneaux solaires classiques. Donc, le rendement d'un panneau solaire organique, c'est entre 10 et 20%, même un peu moins de 20%, et un panneau solaire classique, c'est entre 15-25%. Donc, il faut une superficie plus importante pour une production électrique équivalente. On se doute bien que tout ça tente à évoluer, parce que si on en avait parlé il y a 10 ans, on était sur des rendements rikiki à tout niveau, et chaque fois, d'année en année, ça progresse encore. Ok, bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est ici que s'achève cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Peut-être que vous l'avez consommé en plusieurs moments différents. On était un petit peu long, donc vous pouvez un peu consommer ça comme vous. Mais c'était passionnant et j'ai pas vu le temps passer. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, je suis tout mouillé de mon dos tellement je suis content. Donc, moi, c'est comme ça. Quand je suis mouillé dans le dos, c'est que je suis content. Passionnant. C'est passionnant. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment, des étoiles et des pouces sur les applications de podcast habituelles. Et des commentaires, ils sont toujours, évidemment, les bienvenus. Et on se retrouve très prochainement, dans 2 semaines, normalement, pour un autre épisode. Et je ne sais pas encore de quoi il s'agira, quoique je pense que... oui, Aurélien, tu as une idée? Oui. Ben, ça parlera d'un physicien un peu fou. Un physicien un peu petit. Un peu fou. Un peu foufou. Voilà, ça donne envie. Donc, rendez-vous dans 2 semaines pour ce prochain épisode. Passez de très très bons moments et la newsletter, c'est toutes les semaines, vous le savez, ça sort le mercredi matin. À bientôt. Salut.